Comment voyez-vous les choses? On va peut-être pas faire la conférence comme elle était pensée, puisqu'on est en petit comité, on essaye de faire ça à la cool comme ce qui est prévu. Donc là, l'idée de pour recontextualiser la chose, donc l'idée de cette conférence, c'est de parler de l'électrification des usages en viticulture. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a une notion de la France s'est donné un objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Neutralité carbone sous-entend de diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire. Parmi les secteurs visés, l'agriculture est un secteur à enjeu sur ce sujet-là. Et donc, qui dit agriculture, dit viticulture. Donc aujourd'hui, c'est la filière à laquelle on s'adresse. Et donc, pour traiter ce sujet d'électrification, on est parti vraiment sur le sujet du parc des engins agricoles, donc ici viticoles. Et donc, je m'appuie sur l'expertise de 3 personnes qui sont venues avec moi pour vous transmettre, vous partager leur expertise sur le sujet. Donc, je vais les laisser rapidement se présenter. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. On peut se dire qu'on se bloque une demi-heure tous ensemble sous forme de questions-réponses. N'hésitez pas à interrompre, à amender, à alimenter. Et puis voilà, on fait ça en petit comité. Donc Jérémy, je te laisse la parole si tu veux te présenter et dire pourquoi tu es là aujourd'hui. Donc Jérémy Goubert, je suis chef des ventes pour la concession Classe Mâcon, donc une concession agri-viti basée ici à Charnay-les-Mâcon. Et on couvre 5 départements, notamment 3 départements principaux concernant la viticulture, le Rhône, la Saône-et-Loire et le Jura. Et donc ma présence ici, c'est parce que tout simplement, on distribue depuis maintenant 2 ans la marque Vitibot, donc des robots autonomes électriques, 100% électriques. Et donc je pourrais, avec le recul, parce qu'on en a vendu un certain nombre, et il y a un certain nombre de Vitibot en parc tout autour de Mâcon, on pourra vous dire le rendu d'expérience et pourquoi l'électrification devient importante, notamment sur cet aspect-là de robotique chez nos viticulteurs. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Jean-Marie Tirode. Je travaille chez Enedis, le distributeur d'électricité que je ne vais pas représenter en détail, mais notre mission, c'est de construire et d'exploiter le réseau électrique à la fois HTA et basse tension, haute tension et basse tension, sur le territoire national. Donc, on est présent partout en France. Alors, je suis ici parce que nous réfléchissons chez Enedis, j'étais chargé de ce projet-là, aux ruptures qu'il peut y avoir, par exemple, dans le monde agricole et qui vont avoir un impact en fait sur l'exploitation et sur notre réseau électrique, notre manière de travailler, un peu sur le modèle de ce qui s'est passé dans le monde de l'automobile, où l'automobile électrique, les voitures électriques arrivent, elles ont besoin de se recharger en mobilité, c'est-à-dire le long des autoroutes sur l'espace public, ce qui a nécessité une activité très soutenue, et c'est encore le cas chez nous, de raccordement sur le réseau de systèmes de charge. Dans le monde de l'agriculture, l'électrification des engins, la mobilité électrique dans l'agriculture arrive. Les premiers pas sont faits avec les robots. Il y a pas mal de start-up et de constructeurs français d'ailleurs qui construisent des engins électriques pour l'agriculture, notamment la viticulture, le maraîchage, mais pas que. Et il y a des tracteurs électriques qui vont arriver aussi, jusqu'à des puissances de 100 à 130 chevaux. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les catalogues de certains constructeurs ou dans les projets de certaines startups ou constructeurs de matériel agricole. Et ces engins, il faudra les recharger. On a la chance d'avoir un réseau, notamment notre réseau moyenne tension qu'on appelle HTA, qui maille complètement le territoire. Toutes les parcelles cultivées en France sont à moins d'1 kilomètre de notre réseau HTA. Donc ça veut dire qu'on est partout et on aura donc cette capacité à pouvoir réaliser des raccordements sur ce réseau pour apporter de l'électricité dans les champs, faire des branchements dans les champs qui permettront aux agriculteurs de recharger en fait leurs engins électriques, par exemple pendant la pause déjeuner, pour un agriculteur qui va travailler en fait dans son champ toute la journée. Donc j'ai travaillé sur cette question depuis quelques temps maintenant et je suis là pour répondre à vos questions.
Et donc pour compléter le panel intervenant, on a Hugo Adelon qui est avec nous. Donc Hugo, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour à tous, Hugo Adelon. Alors moi j'interviens ici en la qualité donc d'animateur du Vitilab. Alors le Vitilab, c'est une petite structure d'expérimentation en viticulture qui est basée à Davaillé, donc vraiment dans le vignoble mâconnais, et qui vise en fait à tester différentes solutions pour la viticulture de demain. Alors on part du matériel végétal jusqu'au machinisme, aux nouvelles technologies et à l'usage du numérique en viticulture. Et donc moi j'ai cette petite casquette d'animateur et R&D, numérique, nouvelles technologies, machinisme en viticulture. Je pense, enfin j'ai deux intérêts en tout cas à témoigner là sur cette intervention. Premièrement, c'est sur des aspects machinisme. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Machinisme en viticulture, on a quand même beaucoup de choses qui se font. Les choses évoluent rapidement. En agriculture également, mais on y reviendra après. Et justement, à ce titre, alors sur les domaines expérimentaux de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, on est équipé depuis maintenant 3 ans dans le matériel électrique, donc un tracteur enjambeur. On réfléchit également à réduire notre bilan carbone, notamment sur les mobilités. On sait quand même que c'est un gros centre d'émissions carbone. On s'est également, donc, l'année dernière, en 2024, équipé de matériel électrique, type vélo électrique, pour pouvoir assurer les différents transferts entre des parcelles. On a un parcellaire qui est éclaté, mais on a des parcelles qui sont relativement éloignées les unes des autres. Donc plutôt que prendre la voiture à chaque fois, on a envisagé de remplacer ces transferts en voiture, notamment quand on n'a pas ou peu de matériel, via un système de vélo électrique. Donc c'est des questions qu'on creuse. Il y a pas mal de choses intéressantes. Les choses évoluent. À ce titre, enfin, on voit les constructeurs, on teste des solutions avec eux dans nos vignobles. On voit que ça évolue et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci Hugo. Bon, on s'est tous présentés, on est un petit comité, donc si ça vous va, on peut aussi vous donner la parole, savoir qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous êtes là, c'est-à-dire quelles sont les questions que vous posez par rapport à ce sujet d'électrification pour qu'on oriente le contenu et que voilà, vous ressortiez satisfait de cette intervention. Qui prend la main ? Je commence, si vous voulez. Allez. Alors bonjour. Je pense que la technique, c'est contre le menton. C'est contre le menton. Voilà, ça fonctionne bien. Donc Pascal Dupré, donc, je suis pour LCL, responsable pôle viticole Bourgogne-Franche-Comté. Et la raison de ma présence ici, c'est en dehors de l'aspect financier que je pense à peu près maîtriser depuis 10 ans de la création du pôle viticole qu'on m'a confié, c'est d'être capable effectivement de soutenir des conversations sur différents sujets de mes clients viticulteurs et de savoir de quoi ils me parlent quand ils me parlent des ravageurs ou effectivement des projets pour faire tous ces matériaux électriques. Et puis j'ai une pensée particulière en pensant à Enedis et à ma fille qui est ingénieure et qui il n'y a pas longtemps a travaillé pour Enedis en mission sur Lyon pour les projets de créer des poids lourds électriques. Sujet de conversation avec ma fille assez houleux par rapport à mon scepticisme. Voilà. Oui, et à chaque fois j'étais un peu étonné. Et là maintenant je viens de découvrir effectivement la possibilité d'avoir des enjambeurs électriques. Voilà, certainement le matériel le plus polluant dans le parc des matériels Viti. Après ma question, puisqu'effectivement je ne parle souvent que d'argent aussi dans mon métier, on parlait effectivement des réseaux électriques qui arrivent à 1 km des parcelles, etc. Mes clients me parlent toujours de coûts. Puisqu'on discute même sur les financements, qui sera le moins cher pour les financer. Qui prendra en charge le coût ? Est-ce que c'est exorbitant ? Alors peut-être qu'effectivement le viticulteur de Vaudremonnais pourra le faire. Est-ce que le viticulteur à Arbois, dont j'ai quelques clients dans le Jura, pourra supporter ce coût ? Et, toujours sur l'argent, le surcoût d'un enjambeur électrique par rapport à un thermique. Voilà mes questions. Merci. Oui, bonjour à tous. Moi, Mathieu Oudot, je travaille pour l'interprofession des vins de Bourgogne et je suis en charge plus précisément du sujet carbone dans sa globalité. Donc on est engagé sur un plan de décarbonation filière qu'on porte depuis quelques temps et pour lequel effectivement on a beaucoup d'interrogations, ou en tout cas de leviers identifiés sur la mobilité et les usages électriques au champ, même si on sait qu'au global, sur l'intégralité du cycle de vie, la viticulture ne pèse pas énormément, mais au sein de la viticulture,
le report, ou en tout cas les alternatives aux carburants fossiles, reste un sujet majeur, et avec toutes les questions que ça soulève, effectivement. Moi, j'ai les mêmes questionnements, hein, sur le coût raccordement, la maîtrise foncière aussi par rapport à ça, et puis après, peut-être des questions pour Hugo et Jérémy sur la compatibilité, conversion possible technologique par rapport à tout l'écosystème qui gravite autour, puisqu'on a une rupture technologique, et savoir comment c'est appréhendé, quels sont vos leviers. Et on sait que ça va être compliqué, on sait qu'on a un petit saut à faire, mais quelle est la prospective par rapport à tout ça? Jenny Bisset, coordinatrice marketing pour Classe Bourgogne. Alors moi, je suis venue ici, c'est aussi pour me nourrir en fait de toutes ces problématiques-là, parce que en tant qu'acteur, on se doit aussi de communiquer auprès de nos clients sur les nouveaux usages. Corinne Burson, donc je suis pilote Enedis Lab Enedis, donc j'accompagne Jean-Marie et j'accompagne également le déploiement de cette nouvelle activité qui est branchement plein champ. Il y a quand même plusieurs fois la question du coût qui est ressortie. On peut peut-être commencer par celle-ci. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Marie. C'est plus pour toi. C'est coût des matériels ou coût du raccordement, les deux. Coût de raccordement plutôt. Oui, alors coût des raccordements. Alors il y a, oui. Je ne vais pas faire une réponse de Normand, mais par contre je ne vais pas vous donner un coût fixe parce que ça va dépendre bien sûr des configurations. Je vous disais que 80% des parcelles qui sont cultivées en France, elles sont à moins d'1 kilomètre de notre réseau HTA. D'accord ? Il y en a où le réseau HTA est en limite de propriété. Il y en a même où le réseau basse tension est en limite de propriété. Alors on a plusieurs cas de figure. On va considérer en fait que l'agriculteur a du réseau à proximité de sa parcelle. Si c'est du réseau basse tension, qui alimente, je ne sais pas, une pompe de relevage par exemple, ou une ferme isolée, enfin peu importe, les coûts peuvent être très faibles. Hein, c'est à partir de 2500 €, on va dire, un raccordement basse tension. Mais ce raccordement, nous on installe un coffret en fait en limite de propriété dans lequel il y a un disjoncteur et le système de comptage. L'agriculteur va devoir installer à côté son coffret avec sa prise, etc. D'accord ? On fait bien un branchement, comme on fait des dizaines de milliers de branchements en fait, tous les ans, sur le réseau public de distribution. Un cas un petit peu plus onéreux, c'est quand on a seulement du réseau HTA, donc de la haute tension à 20 000 volts. Donc ça, le réseau HTA, c'est le réseau en fait qui interconnecte les villages entre eux, qui interconnecte en fait l'ensemble en fait du réseau électrique sur le territoire national. Donc on n'utilise pas d'électricité à 20 000 volts, vous imaginez bien. Donc on installe un poste de distribution publique sur lequel en fait on fait notre branchement basse tension. Donc là c'est un peu plus onéreux. Et si on a juste en fait à faire la descente aéro-souterraine, l'installation du poste de distribution publique et le branchement, c'est entre 20 et 25 000 € d'investissement. Mais c'est un investissement qui est fait par l'agriculteur qui va garder à vie. Hein, rapporté sur le nombre d'années d'utilisation, c'est pas forcément tant que ça. Tu peux aussi peut-être compléter par ce branchement peut être acheté par plusieurs propriétaires et après on peut mettre pas des sous-compteurs mais pour que les factures soient après nominatives suivant les domaines. Mais le branchement peut être acheté à plusieurs. Oui, de la même manière qu'il existe des systèmes de charge sur la voie publique, hein, vous allez charger votre véhicule électrique sur une borne de recharge sur la voie publique. Il n'y a qu'un seul branchement. Par contre, l'opérateur de la borne publique, lui, va gérer la partie facturation. Alors, s'il n'y a qu'un agriculteur
il va payer directement ses consommations auprès de son fournisseur d'énergie qui auront été relevées par Enedis. S'il y a plusieurs agriculteurs qui utilisent en fait le système de charge, il faut qu'il y ait un opérateur de charge. Il faut que le système de charge en fait, il puisse répartir en fait les consommations et la facturation entre les différents utilisateurs. On aime bien faire une comparaison par rapport à ce qui se passe en fait dans le monde de l'automobile, parce qu'on n'est pas très loin finalement, hein, en termes de disponibilité, en termes de coûts de raccordement et en termes de gestion, soit privée, soit publique des systèmes de charge. Il y a pas mal de points de comparaison. Mais si je peux rajouter, on a quand même quelques différences. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ouais. Je me permets de prendre la suite, tout simplement, à votre commentaire. Et je vais parler pour la partie robotique, et notamment la partie Vitibot, pour laquelle je représente. Aujourd'hui, la motivation clé à obtenir, à acquérir un robot de type Vitibot, c'est pas forcément la motivation du viticulteur n'est pas forcément de tourner son exploitation vers une décarbonation. Il faut quand même qu'on ait un langage de vérité. Aujourd'hui, c'est pas le premier argument, d'accord. À défaut de ce qu'on peut voir dans l'automobile, où parfois des motivations d'achat sont clairement par rapport à cet aspect-là. Sur la partie aujourd'hui robotique, et j'ajoute autonome, parce qu'une voiture électrique aujourd'hui, vous la conduisez, un robot, c'est une gestion qui est différente. Et la première motivation à acheter un robot Vitibot, il est de l'ordre social. Pourquoi on achète des robots? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'a plus la main-d'œuvre comme on pouvait l'avoir dans le passé, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, où il y avait le grand-père, la grand-mère, le cousin qui venait donner un coup de main au moment des vendanges, au moment des travaux du sol, au moment de la pulvérisation, et ainsi de suite. Nos campagnes se vident, c'est un constat. On a moins de travailleurs, et en plus, les travailleurs qui se présentent, Hugo pourrait renchérir là-dessus, on n'a pas toujours la compétence. Voilà, voilà. Donc, il faut pallier à ce manque de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, le caractère premier de l'achat d'un robot autonome, c'est celui de pallier à ce manque de main-d'œuvre. Maintenant, à la différence aujourd'hui, alors l'électrification arrive, la décarbonation aussi également, mais ce qu'il faut aussi saisir avec, par exemple, le robot pour lequel dont on parle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une voiture, 300, 350 km, 400 km, on arrive souvent à un palier, et ça peut être un frein pour certains pour l'achat, parce qu'on se dit, si j'ai des longs trajets, je dois couper ma journée en deux, ou je dois recharger, ou en tout cas, je dois m'organiser différemment. Voilà, voilà. Pour une grande partie de la population, si vous faites moins de 200 km à la journée, l'électrique peut tout à fait fonctionner. Il faut quand même rester lucide. Maintenant, le robot aujourd'hui, comme le robot Vitibot, c'est un robot qui travaille à faible allure. On parle de travail du sol, 3, 4, 5 km/h. Donc c'est quelque chose qui ne va pas faire de pic de charge. Et donc c'est quelque chose qui... C'est pas comme une voiture où dès que vous allez la prendre sur l'autoroute à 130 ou 150 et vous mettez la clim en route, vous voyez la batterie qui descend. Un robot Vitibot avec une capacité de batterie de 75 kW, c'est un robot qui, batterie pleine, peut travailler pendant plus de 10 heures d'affilée. Donc en fait, en plus de ça, quand vous avez un ouvrier qui travaille environ 8 heures par jour, déjà effectivement sur le tracteur, il n'est pas 8 heures par jour. On est plutôt de l'ordre de 6h30, peut-être 6h15, 6h45 sur les exploitations, parce que de toute façon, il y a les heures de pause, il y a les heures aussi de réglage de l'appareil, donc le tracteur ne travaille pas pendant 8 heures. Et aujourd'hui, avec un robot de ce type-là, on travaille pendant 10 heures. Donc on n'a pas la contrainte, si je peux dire, sur ce type de robot, parce que bien sûr, l'électrification va arriver sur d'autres types de robots qui auront besoin à ce moment-là de plus de puissance, et donc on aura davantage besoin de raccordement au champ, de solutions pour pouvoir recharger. Mais il faut savoir aujourd'hui que sur un robot de type Vitibot, lorsque vous travaillez 10 heures dans la journée, vous le mettez le matin, et quand il y a des belles parcelles et des grandes parcelles, vous venez peut-être le récupérer à midi pour le changer de parcelle, et après vous le récupérez le soir pour le rentrer à la niche, si je peux dire, et puis vous le faites charger, quoi. Voilà. Donc c'est sûr que la question de l'électrification au champ, elle doit se poser, parce que de toute façon, demain, on aura des robots de plus en plus puissants qui demanderont de plus en plus de puissance. Mais on a des applications aujourd'hui
que ce soit dans l'agricole ou dans le viticole, où cette contrainte d'autonomie qui peut paraître centrale au départ ne l'est plus vraiment. Voilà, j'insiste là-dessus. Voilà. Oui, vous avez raison. Nous, la réflexion qu'on a chez Enedis, c'est de préparer en fait l'avenir sur l'électrification dans le monde agricole. Alors aujourd'hui, effectivement, les constructeurs de robots comme celui que vous venez de citer embarquent des capacités de batterie qui permettent en fait à l'engin de tenir la charge, si je puis dire, pendant la journée de travail, et c'est très bien. Le robot, il est ensuite ramené à la ferme sur un plateau pour être rechargé. Mais ça ne va pas être le cas des engins qui seront plus puissants et qui vont arriver sur le marché, qui eux, après il y a deux solutions, hein. C'est soit le constructeur, il fabrique des engins avec des très très grosses capacités de batterie et donc beaucoup de poids sur les engins, tassement du sol, etc. Un coût d'acquisition de l'engin qui est important, parce que sur un engin électrique, le coût de la batterie tient une proportion assez importante en fait, dans le coût d'acquisition du matériel. C'est de l'ordre de 30%. Alors plutôt que d'embarquer des très grosses capacités de batterie, nous ce qu'on propose c'est fabriquer des engins avec des capacités de batterie suffisantes pour tenir 3-4 heures en fait, de travaux, recharger pendant la pause déjeuner en mode recharge rapide, comme on le fait dans l'automobile en fait, avec les superchargeurs le long de l'autoroute par exemple. Et vous pouvez repartir l'après-midi pour un autre cycle, voire un troisième cycle en fin de journée si nécessaire. La réflexion qu'on a au niveau d'Enedis, c'est de dire il y a de l'énergie disponible, cette énergie elle est proche des endroits où vous en avez besoin et donc il faut en profiter. C'est la seule énergie en fait qui est disponible, j'allais dire, un petit peu partout. Et donc on veut accompagner en fait la mobilité électrique dans le monde agricole en disant à tout cet écosystème qui comporte les constructeurs, les agriculteurs, les distributeurs, les centres de recherche, etc. Utilisez en fait l'énergie qu'on met à votre disposition parce qu'elle est là où vous en avez besoin dans les champs. Ouais, exactement. Rebondir sur ce qu'a dit Jérémy, également rebondir sur ce que vous avez dit Jean-Marie. En effet, hein, les premiers usages, alors déjà, le titre, hein, viticulture vers une électrification des usages, on ne va pas se mentir, en viticulture, on a quand même déjà une forte utilisation de l'électricité. Alors que ce soit déjà au chai, on a quand même une grosse partie des matériels qui sont utilisés. On n'a pas de thermique, on a un petit peu de gaz, notamment sur des matériels, par exemple, type chariot élévateur. Encore que on a de plus en plus de chariots élévateurs aujourd'hui qui sont remplacés par de l'électrique avec des performances très intéressantes. Donc concrètement, l'électricité, on y est déjà en viticulture. Mais ce qui est intéressant, et c'est là que ce que je trouve intéressant, Jean-Marie, on y est sur des matériels qui sont relativement compacts, justement comme en Vitibot aujourd'hui, qui ont une capacité à repasser régulièrement au domaine pour pouvoir se recharger. Parce qu'on le sait, en Bourgogne, on a quand même un parcellaire qui est assez éclaté. Des parcelles relativement petites, ce qui fait qu'on arrive à faire notre parcelle, à ramener le robot avec encore suffisamment de batterie, le recharger en coup avant de le ramener vers une autre parcelle. Ça, c'est en fait. Par contre, et c'est là, Jean-Marie, où c'est intéressant, le but, c'est aussi de préparer l'avenir. Les matériels compacts, c'est une faible proportion, au final, hein, du matériel qu'on va retrouver dans les parcs de nos viticulteurs, mais également de nos agriculteurs. Et on le voit si initialement les personnes qui proposaient de l'électrique, c'était des petites startups qui s'intéressaient à des matériels relativement simples et relativement compacts à proposer. Alors, simple, si on parle de Vitibot, j'exagère un petit peu, hein, honnêtement, mais en tout cas des matériels compacts. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Hein, les gros faiseurs, en termes de tractoristes notamment, commencent à proposer des matériels électriques, commencent à aller sur des plus fortes puissances, donc montent des créneaux, proposent d'autres choses. Aujourd'hui, alors on a Fendt qui commercialise des tracteurs de 70 chevaux étroits, donc qu'on peut retrouver dans des vignes type vigne à 2 mètres ou à 3 mètres, donc sud de la Franche, Charente. Donc ça, c'est des vérités. Et là, c'est déjà plus intéressant quand on a un modèle ou un tracteur électrique qui va faire de la route, où là, pour le coup, la vitesse, ça va être quand même l'ennemi numéro 1 de l'autonomie. Quand on est à faire du travail du sol à 3-4 km/h,
la batterie va tenir relativement longtemps. Par contre, dès lors qu'on va faire des pointes de vitesse à 25-30 km/h en fonction des homologations, là, la batterie va descendre beaucoup plus rapidement. Si en plus de ça, on a d'autres usages, d'autres utilisations, on fait de la pulvérisation, on va quand même tirer plus, on va faire d'autres métiers qui demandent plus de puissance, là, il y a un intérêt d'avoir des plus fortes puissances et donc d'avoir des solutions de recharge au champ. Et donc vraiment penser avec un coup d'avance, avec le marché de demain pour remplacer les matériels thermiques aujourd'hui par de l'électrique. Si je peux ajouter un point qui me semble important, quand on parle d'électrification, on pense beaucoup à la décarbonation, on pense parfois au poste que l'énergie peut représenter sur une exploitation, parce qu'on sait le coût aujourd'hui du GNR, il n'ira pas en descendant, ce coût du GNR. En tout cas, bon, structurellement, je pense que dans les années à venir, on ne le payera pas moins cher qu'on le paye aujourd'hui. Mais l'électrification, ça ne s'arrête pas là. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, le robot Vitibot, il a un fonctionnement 100% électrique. Ça veut dire électrique pour le déplacement, mais électrique également sur la gestion des outils. Donc la gestion des intercepts qui vont enlever les mauvaises herbes au pied des ceps. Et ça, c'est une révolution également. C'est-à-dire que l'outil n'a pas été développé uniquement que pour avoir des batteries pour le déplacement, mais les outils entraînent également tous les outils qui seront sur le robot. Et pourquoi je dis ça? Ceux qui ont quelques notions de mécanique, aujourd'hui, tout ce qui est les intercepts qu'on peut avoir sur des enjambeurs classiques thermiques, c'est commandé par des vannes et des systèmes hydrauliques et par des électrovannes hydrauliques. Et en fait, le système hydraulique est beaucoup moins sensible par nature qu'un système électrique. Avec l'électrique, avec des palpeurs électriques, vous avez une sensibilité qui est comme, si je peux dire, comme mon doigt. Le centimètre, c'est autre chose, c'est sur le guidage de précision, mais c'est surtout la sensibilité que vous avez dans le palpeur qui va donner la consigne à la lame ensuite d'appuyer plus fortement ou moins fortement. Et pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, notamment dans le Beaujolais, on replante beaucoup de vignes. Pour pouvoir mécaniser ces vignes, on replante des vignes. Donc on a des plants qui sont jeunes. Et pour éviter que la mauvaise herbe pullule autour et vienne en concurrence autour de ces ceps, on va venir travailler aussi pour enlever les mauvaises herbes avec le robot. Quand vous avez des plants de vignes qui ont 6 mois, 1 an et demi, et qui ne sont pas plus épais que mon petit doigt ici, si vous passez avec des intercepts hydrauliques, vous avez beaucoup plus de probabilité d'arracher, de sectionner, de provoquer du coup de la maladie autour des ceps, que lorsqu'on a quelque chose électrique qui est beaucoup plus sensible et beaucoup plus, avec une progressivité beaucoup plus importante. Donc il y a également, quand on parle d'électrification, et sur certaines applications, notamment les robots viticoles, on a un vrai intérêt agronomique autour de la plante, que l'on n'a pas aujourd'hui avec, on va dire, du standard, ou pas aussi bien. Voilà. C'est un point qui me semble important. J'avais juste une petite question un peu annexe à ce qu'on se dit là sur... moi, je suis aussi assez persuadé qu'il faut tendre effectivement sur ces usages-là, que la technologie, même si elle n'est pas parfaite aujourd'hui, sera amenée à évoluer dans les années à venir. Justement, en termes de surcharge justement des usages, aujourd'hui, l'état du réseau... Enfin, comment on se situe par rapport à la vétusté ou en tout cas l'état du réseau actuel pour accepter justement les nouveaux usages viticoles, agricoles en premier, mais tout ce qui va avec. On sait que les exploitations vont évoluer, mais aussi les maisons qui vont avec. Donc, où en est-on aujourd'hui sur cet état global? Comment les chiffres que vous nous avez annoncés tout à l'heure pourront être amenés à évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais sens, je ne sais pas. Voilà, comment on accepte tout ce qu'on est en train de mettre en place en termes d'usage par rapport à l'état du réseau? On a un réseau qui est en excellent état en France. Et puis une puissance disponible moyenne en fait par point de livraison qui est largement au-delà, si on veut la comparer aux pays voisins, à ce qu'on peut trouver dans les autres pays où l'électrification des usages n'est pas aussi importante en fait que ce qu'on peut connaître en France. Cela dit, on a du réseau à renforcer.
C'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on fait des travaux de manière préventive en fait, sur notre réseau HTA pour éviter que la moindre tempête en fait, les mette par terre, par exemple. Mais c'est ce qu'on fait aussi quand on réfléchit en fait, à tous les nouveaux usages qui vont se raccorder en fait, sur ce réseau électrique. On parlait tout à l'heure par exemple de l'arrivée des camions électriques. C'est un vrai sujet chez nous sur lequel en fait il y a une réflexion importante parce que là il y a besoin d'énormément de puissance et sans comparaison avec le véhicule électrique et puis avec les tracteurs. Mais on sait que il y a des investissements qui seront à faire dans des postes sources, dans des réseaux HTA pour pouvoir alimenter en fait ces nouveaux systèmes de charge qui seront plus de l'ordre du mégawatt pour les camions. Mais on se prépare en fait à cette électrification intensive des usages, notamment en mobilité. On parle des camions, on va bientôt parler de l'agriculture. Alors, l'avantage qu'il y a sur l'agriculture, c'est qu'on va se raccorder, si on se raccorde dans les champs, si on fait des branchements en fait, dans les champs, sur un réseau HTA qui est à proximité en fait, des besoins de culture. Et donc, il n'y a pas de grosse infrastructure a priori à prévoir, surtout pour les puissances en fait, qui sont demandées aujourd'hui dans l'agriculture, qui ne sont pas si énormes que ça finalement, par rapport aux capacités des réseaux HTA qui quadrillent le territoire et qui vont de village en village. Et est-ce que ça, du coup, ça va se... Parce qu'on sait qu'on a des grosses demandes aussi par ailleurs sur l'industrie. Je pense aux industries verrières, puisqu'on est en viticulture, on a une électrification des fours qui est en train de se faire. Alors, pas tout de suite, mais qui ont demandé des puissances absolument considérables. Et je relisais mes notes, là, on parlait du million d'euros d'investissement pour 1 kilomètre de raccordement sur les grosses structures. Comment, du coup, ce coût de réapprovisionnement, de restructuration du réseau va être répercuté du coup sur est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose qui est anticipé? J'imagine que oui, mais comment ça va se répercuter justement in fine sur la facture qui a priori aujourd'hui est quand même plus intéressante en électrique qu'en reste, mais voilà. Alors le système est assez simple. Aujourd'hui, quand vous payez votre raccordement, vous payez pour un accès à une puissance donnée. Vous nous demandez, on parlait tout à l'heure là, des puissances nécessaires pour recharger les robots. Le robot Vitibot, par exemple, en charge rapide, c'est une vingtaine de kilos, 27 kilos. Donc c'est un raccordement classique en basse tension à la plus petite, ou quasiment la plus petite puissance en fait, de raccordement qu'on effectue en fait, tous les jours. Alors, s'il y a des tracteurs en jour, il y aura des niveaux de recharge qui seront plus puissants, de l'ordre de 100, 150, 200, 250 kg. On restera sur de la basse tension. Un tracteur qui a une capacité de batterie à 250 kWh, par exemple, il lui faudra entre 30 et 40 minutes pour passer sa batterie de 20 à 80%. Et donc, avec des raccordements basse tension, on peut déjà recharger des capacités de batterie importantes pour le monde de l'agriculture. Alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi, notamment dans le monde de l'agriculture et pour l'utilisation de l'énergie, j'allais dire en pleine campagne, c'est qu'on a aujourd'hui beaucoup de production photovoltaïque, voire de production éolienne, principalement en campagne, qui parfois saturent nos réseaux, alors non pas en soutirage, c'est-à-dire ce qu'on retire du réseau, mais en injection. Il y a des réseaux qui sont saturés en injection, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la capacité, ils sont plus dimensionnés en fait, pour accepter la capacité de production d'électricité. Or, si on parle du photovoltaïque, les besoins pour l'agriculture, pour recharger un tracteur, ça va être pendant les périodes estivales et probablement à des périodes qui seront ensoleillées. Et donc au moment où peut-être les mêmes agriculteurs d'ailleurs produiront un maximum d'électricité avec leurs panneaux photovoltaïques. Et donc vous voyez que on est exactement, en fait, les planètes sont bien alignées. Un agriculteur qui fait de l'agrivoltaïsme ou qui a des panneaux photovoltaïques sur son toit, les panneaux vont produire un maximum
à un moment où peut-être il en aura besoin aussi pour charger son tracteur parce qu'il va travailler dans les champs parce qu'il fait beau. Alors, sur ce point, mais je crois qu'on en parle un petit peu dans le... Je ne sais pas si on va passer la petite vidéo, Constance, si on aura le temps, bah, pourquoi pas. Il y a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui sont équipés de systèmes de production d'électricité photovoltaïque, par exemple. Et on a un service chez Enedis qui s'appelle l'autoconsommation collective, qui permettrait, pour un agriculteur qui aurait un raccordement, un branchement dans les champs pour recharger par exemple un robot ou un tracteur, et ben, d'utiliser sa propre énergie qu'il a lui-même produit sur sa ferme qui est peut-être à 5 km de son branchement dans les champs. Et donc, c'est toujours intéressant de consommer sa propre énergie en fait, pour faire tourner son matériel, quoi. Je crois que le génère, il n'y arrive pas encore. Hein. On appuie ton discours par la vidéo ou pas? Oui, pourquoi pas si... C'est un petit motion design qu'on a fait pour expliquer un peu ce concept. Le marché des engins agricoles est en pleine mutation. L'apparition des tracteurs et robots électriques permet de répondre aux besoins des agriculteurs et favorise la diminution des émissions de CO2. Enedis, service public de la distribution d'électricité, accompagne cette transition vers une agriculture durable. On vous explique ? Aujourd'hui, le point de recharge d'un engin électrique est situé à la ferme. Cela signifie que les engins doivent soit multiplier les allers-retours à la ferme, limitant leur productivité, soit disposer de batteries de forte capacité, lourdes et chères. Demain, à partir du réseau public de distribution électrique, les engins pourront être rechargés directement dans les champs. 80% des parcelles cultivées disposent d'une ligne électrique à moins de 1,5 km. Il est donc possible de brancher en toute sécurité des bornes de recharge à proximité immédiate des parcelles. Avec la recharge, on augmente la disponibilité et les possibilités d'utilisation des engins. Un agriculteur-producteur peut utiliser son électricité pour se recharger dans les champs. Entreprise à mission, Enedis accompagne l'agriculture dans sa transition écologique. C'est une petite synthèse en fait de... Bah oui, c'est ça. En fait, donc on a parlé effectivement des coûts, donc vous avez bien répondu à la question des coûts sur les branchements, et donc le surcoût a priori. Et le surcoût sur les matériels, donc ça serait, on parle de la batterie, donc on aura 30% de surcoût sur un. Du coup, peut-être pas sur les entre guillemets les petits matériels, non pas simples, complexes mais petits, mais sur les matériels lourds, dont effectivement les tracteurs, les enjambeurs, etc. Alors je vais essayer de vous faire pas une réponse de Normand, mais plutôt une réponse d'Auvergnat, parce que du coup je suis Auvergnat, mais et ça tombe bien, on parle de coûts, donc on peut en parler, et on peut en parler assez librement. Aujourd'hui, le tracteur Vitibot, qui est un tracteur enjambeur, qui travaille donc le rang et qui fait du travail du sol aujourd'hui principalement, si on voudrait mettre un produit en face, ça pourrait être soit un tracteur interligne, c'est-à-dire dès que les vignes sont assez larges, on peut envisager de mettre un tracteur interligne avec des outils derrière. Dans ce cas-là, si vous partez sur quelque chose qui pourrait se rapprocher en termes de variation continue, plus des outils derrière le tracteur, on serait peut-être de l'ordre de 110, 120, 130 000 euros. Aujourd'hui, un robot Vitibot, c'est plutôt de l'ordre de 200 000 euros. D'accord ? Déjà pour vous donner un ordre d'échelle. D'accord ? Maintenant, le robot Vitibot, dans certains cas de figure, ses concurrents, ça peut être tout simplement l'enjambeur qu'on connaît, le tracteur enjambeur, peu importe la marque, mais un tracteur enjambeur aujourd'hui avec des outils, c'est plutôt de l'ordre de 250 000 euros environ, grosso modo. D'accord ? Donc, encore une fois, le tracteur enjambeur, on va pouvoir faire d'autres applications, des choses un peu différentes. Donc, c'est pour ça que je ne les mets pas forcément face à face, mais c'est juste pour comprendre les alternatives que peuvent s'offrir à un client. Voilà. Maintenant, bien sûr, là, le poste énergie prend tout son sens. Parce que tout à l'heure, je disais qu'on achète un Vitibot, c'est avant tout pour des raisons sociales et parce qu'on a du mal à trouver de la main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, un tracteur enjambeur qui fonctionne avec du GNR pendant 8 heures d'affilée, on n'est pas du tout sur le même ordre de dépenses énergétiques à la journée.
C'est un rapport de 1 à 5. Hein. Aujourd'hui, un Vitibot, une recharge de Vitibot pour une journée, c'est de l'ordre d'une quinzaine d'euros d'utilisation, de coût d'énergie pour un agriculteur. Vous savez très bien, peu importe la consommation de votre tracteur, mais même avec une voiture, les 15 euros de GNR ou de gasoil, ils sont très vite dépensés. Donc quand je dis c'est 1 à 5, on est à peu près de cet ordre-là. Donc plus le robot va être utilisé, et plus potentiellement vous le rentabiliserez encore plus vite. Et là, l'écart se resserre, hein, parce qu'on pense à un robot qui coûte plus cher au départ, peut-être par d'autres solutions, mais sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans d'utilisation, voilà, le poste énergie peut représenter une part importante. Voilà. Et à titre d'information, parce qu'on pense parfois que les robots, c'est gadget ou quelque chose qu'on utilise peu ou à la marge. Nous, sur le secteur, on en a une vingtaine en fonctionnement en 2 ans, pour vous dire. Donc c'est quelque chose qui a plutôt très bien pris. Et le record d'utilisation du robot sur le secteur, il a Prissé, donc juste à côté d'ici, un domaine qui nous a fait confiance l'année dernière. On lui a livré un robot qui fait exclusivement que du travail du sol, et il fait 450 heures par an. Donc ça commence à causer, voilà, en termes d'utilisation. C'est pas superflu, et 450 heures par rapport au nombre de kilowatts utilisés, si on aurait mis un tracteur en face, ça cause dans le poste, comme on dit. Voilà, Juste une petite question. On trouve souvent dans les vignes, dans les exploitations, des tracteurs, des enjambeurs qui ont 20 ou 30 ans. Qu'en sera-t-il du matériel électrique ? Alors là, du coup, la réponse d'Auvergnat va se transformer en réponse de Normand. Non, pourquoi je vous dis ça ? Vitibot, c'est une entreprise qui a 8 ans, qui a commencé les premiers prototypes il y a 8 ans. Ils commercialisent les robots depuis 3 à 4 ans. On a par contre des robots qui ont fait dans certains coins du monde beaucoup d'heures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des robots chez Vitibot qui ont plus de 2500 heures d'utilisation à date. Donc ça commence à être important, hein, en termes d'utilisation. Et donc, la réponse que je peux vous faire, c'est qu'il y a eu des tests qui ont été faits sur ces batteries-là, pour savoir, en fait, comme votre téléphone que vous achetez, au bout d'1 an et demi, vous voyez que la batterie, en fait, elle a tendance à moins durer, à moins tenir que quand vous l'avez acheté. Et ben, il y a un pourcentage, en fait, au bout d'un certain temps d'utilisation, votre batterie, en fait, si à la base, il y avait une base 100, ben, au cours du temps, la batterie, c'est une base 95%, 90%, et ainsi de suite. Et puis un jour ou l'autre, vous changez votre téléphone parce qu'en fait, il dure plus que 3 heures ou 2 heures, et puis en fait, on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, sur des robots qui ont 2500 heures, il y a eu des études de fait, ces robots-là sont à 94% par rapport à la base 100 du départ. Donc, la réponse que je peux vous faire, c'est qu'aujourd'hui, sur des utilisations à 2500 heures, on est à 94%. Quel sera l'état de la batterie au bout de 5000 heures ? Je ne peux pas encore vous dire. Voilà. Mais raisonnablement, on a un robot qui peut s'inscrire dans un plan d'amortissement. C'est surtout ça qu'il faut intégrer. Vous dire que le robot il aura une valeur au bout de 15 ans d'utilisation, je ne peux pas vous le dire. Voilà. Mais comme un enjambeur qui a 15 ans dans une ferme, quelle est la valeur de l'enjambeur aussi ? C'est encore une fois. Mais il y a certaines choses qui me font penser que le robot aura complètement sa place et pourra complètement s'amortir dans des structures. Alors, je vais compléter. Hein. C'est vrai que c'est une très bonne question. Et justement, tu as très bien répondu là-dessus, Jérémy. Mais aujourd'hui, on a des freins à l'achat de matériel électrique. Hein. Et Vitibot, mais même des tracteurs. Hein. Enfin, tracteurs électriques, on a des petites startups, hein, Kramer en Champagne, par exemple, qui commercialisent depuis déjà une dizaine d'années des tracteurs électriques. Donc, encore une fois, on n'est pas à la marge. Hein. C'est des choses qui existent d'ores et déjà. Et aujourd'hui, on a des freins qu'ont les viticulteurs pour s'équiper, c'est la valeur dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Parce qu'on sait, hein, au-delà de justement le surplus à l'achat de notre matériel électrique, on a des viticulteurs qui sont des chefs d'entreprise et qui pensent, en fait, une fois que le matériel est amorti, donc dans 5 ou 7 ans, quelle va être la valeur de reprise, quelle va être, du coup, la valeur d'achat d'un matériel équivalent. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, on a... Alors, les batteries évoluent très vite. Je pense que pour que les batteries, parce que c'est un des principaux points noirs, en tout cas, ou une des principales zones d'ombre,
pour déterminer la valeur in fine dans 5 ou 7 ans dans le matériel, ça va être la capacité de la batterie à continuer à tenir une charge et à donner une bonne autonomie. Mais ça, pour le coup, malheureusement, pour le savoir, il faut qu'il y ait des personnes qui prennent des risques, il faut que les constructeurs fassent des tests, enfin, notamment chez Vitibot, le robot qui a aujourd'hui 2500 heures, enfin, moi je le connais très bien. Pour le coup, c'est quelqu'un qui a été en tout cas dès le début mis en place dans les tests de prototypes. Donc c'est vraiment quelqu'un où il y a une vraie relation de confiance pour pouvoir tester. Et donc c'est pas au final un utilisateur lambda qui a acheté le robot et qui va potentiellement en faire les frais au bout de X années. Donc c'est important d'avoir des personnes qui sont dès le début moteurs pour tester et avoir des références. J'ai vraiment envie de rajouter un point qui me semble important. Pourquoi en fait aujourd'hui les gens renouvellent leur matériel? Il y a plein de raisons à cela. Il y a une partie des raisons aussi parfois où on renouvelle du matériel, c'est par rapport à l'obsolescence du matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un agriculteur qui avait un semoir 2,50 m, un combiné de semis 2,50 m d'arrière, aujourd'hui, en fait, par rapport aux exploitations, à l'exploitation et aux évolutions des tailles d'exploitation, le matériel est devenu obsolète parce qu'il est trop petit et qu'il faut aujourd'hui plutôt passer sur 3 mètres ou 3,50 m ou 4 mètres. Et donc là, il est obligé de changer de matériel. Un Vitibot, c'est différent parce que c'est un robot et c'est un robot qui, dans l'ADN Vitibot, se veut, je ne vais pas dire transformable, mais c'est-à-dire que l'idée c'est que les outils qui sont en train d'arriver sur le robot ne nécessitent pas le changement du robot. Ok, si je prends l'exemple d'un tracteur, un tracteur agricole, si le tracteur il y a 5 ans il a été vendu sans pré-équipement GPS, aujourd'hui les agriculteurs le changent parce qu'ils veulent un GPS. Ils ne peuvent pas le rajouter dans le tracteur. C'est beaucoup trop onéreux. Et c'est techniquement extrêmement compliqué. La personne qui a acheté un robot Vitibot il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, là on a présenté encore cette année des nouveaux outils qui arrivent, mais les nouveaux outils qui arrivent ne nécessitent pas un changement du robot. Et toute l'ADN de Vitibot a été pensée autour de ça, c'est-à-dire que demain en fait on mettra à jour des robots, des cartes mères, pour pouvoir accueillir à l'avenir des rogneuses, de la pulvérisation, mais on gardera en fait le modèle de base en fait. Et ce modèle en fait il va se vouloir évolutif, mais sans nécessiter de changer le matériel. Donc quand on pense renouvellement, amortissement, en fait avec un robot comme celui qu'on vend aujourd'hui, on peut se projeter sur beaucoup plus loin. Parce que c'est la promesse du constructeur. Voilà. À l'image d'un téléphone où on vient mettre une mise à jour dans le téléphone, pour le faire évoluer, etc., pour que vous ayez un processeur qui est plus important. C'est ça la logique du constructeur. Et pas celle de dire on vous revoit dans 5 ans pour vous revendre un autre robot, et puis on vous revend le vôtre, et puis on vous vend quelque chose avec beaucoup plus d'options, etc. Voilà. Après, si on veut faire un petit parallèle aussi avec ce qui se passe dans le monde de l'automobile, où il y a quelques années, c'était quand même une zone d'ombre, pour reprendre ton expression, hein, la durée de vie des batteries. On est plutôt très très agréablement surpris par la durée de vie des batteries des véhicules aujourd'hui. Les grandes entreprises qui ont un très gros parc de véhicules électriques, et je suis bien placé pour parler de ce sujet-là parce que c'est le cas chez nous. On a des véhicules électriques qui fonctionnent depuis une dizaine d'années pour les plus anciennes et qui fonctionnent toujours. Hein. Et justement, par rapport à cette fin de vie là qu'on évoque des véhicules, il est envisagé aussi de justement se servir de ce parc matériel, on en a parlé un petit peu, parc batterie, pardon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, pour justement redonner aussi de l'autonomie, éclater quelque part un petit peu les centres de stockage au plus proche des usages et éviter... je ne sais pas comment vous avez réfléchi à ça, mais un Vitibot peut peut-être dans 10-15 ans se transformer en une batterie stockable quelque part sur l'exploitation qui du coup aurait, je ne sais pas comment vous garantissez ça, mais permettrait aussi de pallier certaines demandes à venir plus tard qui seraient moins en rapport avec un usage agricole et peut-être une puissance, je ne sais pas, associée, mais qui permettrait d'alléger quelque part ce qu'on va nous demander en termes de proximité de stockage.
Alors, effectivement, le stockage de l'énergie, ce n'est pas notre métier chez Enedis, hein, je le répète. Le stockage de l'énergie, en fait, ça a et ça aura encore davantage à l'avenir une valeur marchande sur le marché de l'énergie, tout simplement. Hein. Parce qu'un système électrique de transport et de distribution d'électricité a besoin de ses capacités stockées pour fonctionner correctement, parfois pour maintenir la fréquence tout simplement. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des acteurs qui installent des capacités de batterie sur le réseau HTA. Vous avez peut-être vu ça en pleine campagne pour offrir en fait ces services au système électrique français, notamment à RTE. Mais dans un monde où en fait l'équilibre entre la production et puis la consommation va être de plus en plus fragile parce qu'on a de plus en plus de moyens de production qui ne sont pas pilotables, hein, éolien, photovoltaïque, etc. La capacité qu'on aura collectivement à pouvoir stocker de l'énergie au moment où on en produit beaucoup et où sa valeur est faible pour pouvoir la restituer à des moments où le système est un peu plus sous tension, il n'y a plus de vent, il n'y a plus de soleil et il fait très froid, ça aura de la valeur. Et cette valeur, il est fort à parier en fait qu'elle devienne de plus en plus important pour l'avenir. Alors, est-ce que c'est sur des systèmes de faible capacité de stockage sur quelques dizaines de kilowattheures comme les robots ou des systèmes à plus forte capacité qu'il y aura sur les futurs tracteurs électriques où on va mesurer en fait les capacités de stockage à plusieurs centaines de kilowattheures. Je ne sais pas le dire aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que ça aura de la valeur. Et pardon, pour compléter, juste une dernière petite question. En termes de perte de charge justement sur le réseau entre le lieu de production et le lieu le lieu de livrance de l'électron, est-ce que ça jouera aussi ce côté développement des unités au plus proche sur la performance énergétique qu'on aura de l'électron ça, c'est le cœur de notre métier, hein, d'assurer à chaque point de livraison, chaque compteur en fait, géré par Enedis, une bonne qualité en fait, de l'alimentation électrique. C'est notre métier et on investit et on fait à la fois de la recherche et des investissements pour pouvoir assurer dans un monde qui change. Hein, je parlais tout à l'heure de capacité de production qui est de plus en plus importante en fait, sur notre réseau de distribution, à pouvoir assurer toujours une bonne qualité d'alimentation. C'est notre métier et on investit sur ce sujet-là, évidemment. Dernière question pour clôturer l'intervention en la préparant avec Hugo. Donc c'est une question pour toi, Jérémy. On se demandait si aujourd'hui, donc là sur le parc des 20 Vitiboat que tu as vendus, est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes électriques et ou des pannes? Et si oui, est-ce que le concessionnaire aujourd'hui et votre équipe de mécaniciens, techniciens est formée pour y répondre? Donc, la question sous-jacente, c'est moi viticulteur, j'ai un problème avec mon engin électrique. Est-ce que j'ai toujours un relais de proximité formé et disponible ou est-ce que je dois passer par le fabricant? C'est une question pleine de sens encore une fois. Parce que c'est clair que l'électrification, c'est une révolution chez nos clients, mais c'est également une révolution dans nos concessions et dans les métiers de la concession. Et donc, à partir de là, il faut prendre des choix stratégiques. C'est-à-dire qu'elle est bien loin l'image du maréchal Ferrand qu'on pouvait avoir du concessionnaire. Non, mais c'est une image qui n'est pas si loin que ça. Hein. Je prends cette image-là, mais c'est... Aujourd'hui, nous, on a décidé d'intégrer de nouveaux métiers dans la concession pour pouvoir accompagner les clients. Des nouveaux métiers, différentes fonctions. D'ores et déjà, pour qu'un robot fonctionne bien, il faut savoir déjà l'utiliser correctement. Alors, ça semble... c'est une palissade, enfin, ce que je suis en train de dire, mais quelque part, aujourd'hui, il y a tellement d'équipements, que ce soit même sur un tracteur. Est-ce que les utilisateurs utilisent toujours à 100% tous les équipements? Déjà, est-ce que vous avez peut-être fait votre réflexion dans votre véhicule si vous avez déjà utilisé tous les boutons dans votre véhicule? D'accord.
Et donc nous, on accorde une importance extrême à la capacité d'utilisation du robot. C'est-à-dire que déjà, on a des gens chez nous qui mettent en main les matériels, qui vont former les utilisateurs. Et parfois, sur un robot, il peut y avoir aussi plusieurs utilisateurs. Donc, on se staffe de ce côté-là, c'est-à-dire que nous, on a des conseillers clients nouvelles technologies. Ils ne sont pas là pour vendre, ils ne sont pas là pour réparer, mais ils sont surtout là pour vous utiliser 100% des capacités du robot et savoir comment l'utiliser. Et ce sont des gens qui sont à disposition, c'est-à-dire qu'on a vendu des robots il y a 1 an, 2 ans, mais aujourd'hui, ils reviennent faire des formations chez les clients, parce qu'il y a aussi du turnover chez les clients, il y a des ouvriers qui partent, qui arrivent, etc. Donc il faut former des nouvelles personnes. Et donc, il y a un suivi en fait, de notre côté, un accompagnement tout au long de la vie du robot chez nos clients. Et ça semble, c'est de notre point de vue essentiel. Ensuite, sur la partie après-vente, ça remet en cause aussi beaucoup de choses de notre côté, parce que historiquement, on avait des techniciens qui avaient des connaissances sur l'hydraulique, sur du thermique, parfois un petit peu d'électrotechnique, parce que nous on fait des matériels de cave, donc des pressoirs, des choses comme ça, il y a quelques notions électrotechniques, mais aujourd'hui ce sont des techniciens en fait, que l'on forme et qui sont habilités pour intervenir sur du matériel électrique. Donc on offre aussi dans nos concessions de nouveaux métiers. Et on en parlait encore hier, il y a des techniciens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de métier et qui disent de toute façon on est parti pour travailler au moins 40 ans de notre vie. Et donc, à un moment donné, j'ai envie de faire autre chose. Et donc, on est capable de proposer de nouveaux métiers dans nos concessions pour accompagner les clients. Ensuite, sur la partie technique et panne, sur la partie électrique pure, je rejoins le constat de Jean-Marie, ce sont des choses qui sont assez fiables et aujourd'hui on n'a pas vraiment de problématique liée à l'énergie pure. Voilà, c'est déjà le premier point. Maintenant, ce sont des matériels qui sont bourrés de capteurs. Et donc, ces capteurs ils sont essentiels pour une bonne utilisation du robot. Mais comme tout capteur, il peut y avoir quelques défaillances, donc on est amené parfois à intervenir pour changer quelques capteurs. Ça peut arriver. Là où on a eu le point critique pour le VT-Bot et pour un robot, c'est la précision GPS. Parce que c'est un robot qui est autonome. Donc c'est-à-dire que c'est un robot qui se guide tout seul. Et on a eu au départ quelques retouches à faire parce que le système d'arpentage, pour vous dire, en fait, on a une parcelle de 3 hectares et historiquement, ce qui se faisait, c'était un arpentage manuel, c'est-à-dire que c'était nos collaborateurs qui passaient dans les rangs pour indiquer au GPS à quel endroit il y avait des pieds et donc pour que le robot suive. Et ça, en fait, au départ, ça ne nous a pas joué quelques tours, mais c'était beaucoup moins précis parce que c'était un arpentage qui était fait manuellement via des collaborateurs, via des utilisateurs. Aujourd'hui, on passe sur un nouveau système d'autocalibration, c'est-à-dire qu'on lance le robot et le robot vient détecter pied par pied avec le système électrique et envoie, dès qu'il touche le pied, il envoie une position satellite pour la cartographie. Donc aujourd'hui, quand avant on avait quelque chose qui pouvait être un petit peu aléatoire à 3 cm, à 4 cm du pied parce qu'on avait une perche et on le faisait en dessus du cep, aujourd'hui on prend carrément la précision au pied. Donc on ne peut pas être plus précis, je dirais. Voilà. Donc il y a des cartographies qui sont en train de se revoir, on fait quelques ajustements, mais globalement jusque-là, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Après, il faut rester mesuré parce qu'on verra ce que nous réserve l'avenir, mais c'est un début qui est très très encourageant. Voilà. Oui, juste une question justement. Enfin, c'est des nouveaux métiers. Alors ça, je pense que Jean-Marie, vous allez peut-être répondre. Mais de même en automobile, hein, on découvre des nouveaux métiers. Il y a des nouvelles compétences qui sont nécessaires pour les mécanos. Est-ce que ça, là-dessus, on est à jour sur les formations? On se rend compte hein, quand on parle avec des formateurs de lycée agricole, en mécanique agricole en tout cas, c'est des nouveaux métiers et eux se sentent un peu démunis parce qu'ils n'ont pas nécessairement les ressources de la part des constructeurs, ils n'ont pas la vision en fait long terme de former leurs apprenants pour de nouveaux métiers, des nouveaux besoins qu'on aura dans 10 ans. Et ça, c'est un vrai besoin, ça pose vraiment des questions. Et ce qui fait que demain ou aujourd'hui, quelqu'un qui sort de l'école n'est peut-être pas apte à agir en tout cas sur un véhicule électrique
et va peut-être pas nécessairement trouver la formation nécessaire pour pouvoir avoir des habilitations, être en mesure de venir travailler sur ces sujets. On a eu le cas, enfin moi j'ai vu des concessionnaires qui étaient vraiment démunis sur ces questions et c'était une vraie problématique. Alors je ne sais pas dans l'automobile si vous avez un retour, peut-être différent. Pour toi en tout cas Jérémy, tu dois avoir un retour concesse. C'est sûr, c'est un choc, enfin c'est une révolution à tout niveau. Les viticulteurs, les concessionnaires et puis bien sûr la génération qui arrive et qui est en train d'arriver, qui arrivera pour l'avenir. Et donc c'est sûr que je te rejoins. Aujourd'hui, il y a assez peu de cours où les étudiants aujourd'hui arrivent relativement démunis dans nos concessions au départ sur cette approche-là. Nous, ça nécessite une chose. La première, c'est que nous, on a fait le pari chez Classe Macon de prendre chaque année à minima entre 10 et 15 apprentis. Parce que de toute façon, un technicien, il a besoin entre 3 et 5 ans pour devenir autonome sur certains types de matériel. Donc le plus tôt on les fait rentrer chez nous, le plus tôt on les forme. Et nous, on a compris que de toute façon, cette connaissance-là, il ne fallait pas... Malheureusement, je dirais, c'est un constat qu'on a fait, il ne faut pas qu'on attende qu'elles viennent de l'école, il faut qu'on intègre des cursus chez nous avec des relais et des gens qui sont déjà bien en place et qui connaissent le produit pour former la nouvelle génération, parce que c'est essentiel. La transmission dans notre entreprise, c'est peut-être d'ailleurs l'enjeu numéro 1 avant l'électrification. Voilà, Merci à tous, merci à toutes. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions, que voilà, les éléments de réponse étaient intéressants. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé ça très qualitatif. Donc, merci à vous de vous être prêtés à l'exercice. Et puis, voilà, vous pouvez aussi continuer les échanges après cette conférence sur le stand de Classe Macon, le stand du BIVB. Et puis, Jean-Marie et Corinne sont avec nous jusqu'à 12h30. Voilà, un grand merci, bonne fin de journée.